Chers lecteurs, bonjour et bienvenue pour ce nouvel entretien littéraire du podcast des Mémoires d'Adrien. Aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir Jean-Philippe Jaworski pour sa nouvelle trilogie du Chevalier aux épines, dont le premier tome, Le Tournoi des Preux, est paru cette année aux éditions des Moutons électriques. Jean-Philippe Jaworski, bonjour et merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Bonjour Adrien, merci à vous. Écoutez, je suis vraiment ravi de vous accueillir parce que vous êtes l'un des auteurs, toute littérature confondue, préférés actuellement dans le monde de la littérature. Donc c'est vraiment une immense joie pour moi de vous recevoir. Pour vous présenter rapidement, vous êtes écrivain, vous êtes également professeur de français dans un lycée à Nancy. Vous êtes l'auteur de 2 jeux de rôle, Tiers Âge dans l'univers du Seigneur des Anneaux et Te Deum pour un massacre, qui plonge les joueurs au cœur des guerres de religion en France. Vous êtes ensuite dirigé vers la fiction et ce qu'on appelle la fantasy, après avoir publié un premier recueil de nouvelles, Janua Vera, par lequel vous introduisez l'univers du Vieux Royaume. Vous écrivez en 2009 votre premier roman dans cet univers, Gagner la guerre. Vous avez ensuite entamé l'écriture d'une trilogie de mythologie celtique, dont vous avez achevé la 2e branche. Avant de la terminer, vous revenez dans le Vieux Royaume avec une nouvelle trilogie, Le Chevalier aux épines, dont nous reparlerons au cours de notre émission. Ma première question serait sur votre œuvre littéraire en tant que telle. Comment la définiriez-vous? Évidemment, on parle de fantasy ou de littérature de l'imaginaire, mais vos romans peuvent également se lire comme des romans historiques, voire même mythologiques. Vous êtes d'ailleurs lu par un public qui n'est pas forcément habitué à lire de la fantaisie. Un peu comme Dumas, qui je trouve est une passerelle entre ceux qui aiment la littérature classique et ceux qui ne sont pas forcément habitués à lire de la littérature classique. Est-ce que vous considérez comme une passerelle entre la fantaisie et les autres genres de littérature? Bon, on me perçoit comme ça. Pour moi, je suis bel et bien un auteur de fantasy, ce qui n'exclut en rien le caractère historique d'une grande partie de ma fantasy. En ce sens que je me réclame de l'influence de J.R.R. Tolkien, hein. Tolkien qui lui-même s'était surnommé Philomitus, hein, l'ami du mythe, et qui était un philologue, un médiéviste, et qui nourrissait sa fantaisie d'un certain nombre de références, aussi bien philologiques qu'historiques, et j'inscris ma fantaisie vraiment dans cette tradition, c'est-à-dire une littérature de l'imaginaire, mais une littérature de l'imaginaire qui s'appuie sur des références anciennes, historiques et littéraires. Je parlais d'Alexandre Dumas. Je sais que vous êtes également friand de l'époque des guerres de religion auxquelles vous avez consacré un jeu de rôle. Est-ce qu'Alexandre Dumas est dans des auteurs qui font partie de votre panthéon littéraire? Alors oui, en fait très tôt, puisque Dumas, je l'ai lu dans mon enfance et dans mon adolescence. Il m'a marqué, hein. Il m'a marqué. J'avais lu en fait les différents romans consacrés aux mousquetaires avant mes 10 ans. Oui. Donc il m'a vraiment profondément marqué. Je me souviens encore d'ailleurs de la façon dont j'ai lu Les Trois Mousquetaires. Hein, et je vais avoir aux alentours de 8 ans. Je me vois encore allongé sur un parquet dans le salon de la maison familiale en train de lire le roman de Dumas. Donc il m'a vraiment marqué. Il y a peu de livres dont je me souviens ainsi des circonstances dans lesquelles je les ai lus. Et ensuite, il y a beaucoup d'autres auteurs qui m'ont beaucoup influencé. Je le disais tout à l'heure, vous êtes également enseignant de français dans un lycée. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui? Ah non, ça fait maintenant bientôt 2 ans que je me suis mis en disponibilité pour écrire à plein temps. D'accord. Sur votre métier d'enseignant, qu'est-ce que vous pensez du rapport des jeunes à la lecture? Les gens disent que les jeunes lisent de moins en moins. Vous, lorsque vous étiez enseignant, est-ce que c'est quelque chose que vous remarquiez et est-ce que vous arriviez ou est-ce que c'était difficile de leur faire lire de la fantaisie aux lycéens? Alors, là, j'aurais plusieurs choses à vous répondre. Bon, d'une part, hein, mon point de vue est nécessairement un point de vue partiel dans la mesure où j'étais enseignant dans un grand lycée de centre-ville et que le public scolaire que j'avais était un public quand même qui était culturellement plutôt privilégié et qui ne représente pas forcément l'ensemble de la population scolaire. Il y avait au sein de mes classes un clivage très très net entre des élèves qui lisaient peu, tout simplement parce qu'ils étaient pris par d'autres loisirs, hein, et en particulier par la concurrence des écrans, et des élèves qui étaient de très gros lecteurs. Et déjà d'ailleurs des élèves, des adolescents très cultivés, avec de très très nombreuses références littéraires, et puis des lecteurs omnivores aussi qui tenaient des blogs, par exemple, hein, des blogs de lecture, sans même que être encouragé par les enseignants, hein, c'était vraiment une démarche personnelle. Ouais, c'est impressionnant. Et j'ai d'ailleurs eu quelques élèves qui ont été
ont publié des nouvelles, hein. Donc vraiment des élèves très littéraires, très créatifs. Et je pense que c'est quelque chose qu'on observe aussi en librairie, c'est-à-dire peut-être une contraction du nombre d'acheteurs, mais de très gros lecteurs, y compris chez les adolescents. J'ai outre une chose d'ailleurs, c'est que chez ces adolescents, il y a non seulement de gros lecteurs, mais il y a aussi déjà des adolescents qui écrivent. Eh bien, la relève est en marche. Et j'ai pu le constater ça quasiment chaque année dans mes classes. On va passer maintenant au Vieux Royaume en tant que tel, qui est donc votre univers littéraire que vous avez créé. Quelle est la genèse du Vieux Royaume? Comment êtes-vous passé d'un jeu de rôle à l'idée d'écrire des fictions dans cet univers? Alors, la genèse, elle est en fait assez accidentelle, puisqu'à l'origine, le Vieux Royaume, c'est un univers de jeu. Et puis, il se trouve que j'avais un ami qui était expatrié, qui voulait initier les étudiants à Singapour au jeu de rôle, et qui m'avait demandé du matériel de jeu. Et je lui avais envoyé mes premiers scénarios se déroulant dans le Vieux Royaume. Alors, manifestement, ces parties se sont très bien passées. Il m'en a envoyé un retour. Et il m'a dit, mais tu sais, là, il y a matière à plus que du jeu de rôle, il y a matière aussi à de la création. Il se trouve que j'avais fait du théâtre étudiant avec cet ami, qui avait toujours le nez pour trouver la pièce qui allait plaire au public. Et donc, son conseil n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Quand je me suis mis à répondre à des appels à texte pour différentes revues, pour écrire des nouvelles, j'ai décidé à ce moment-là de m'inspirer de ce matériel de jeu. Donc c'est vraiment indirectement sur le conseil d'un ami. Le Vieux Royaume, ça fait penser à une période historique très fortement inspirée, j'imagine, qui se situe à la croisée du Moyen-Âge qui se termine en France et d'une Renaissance qui débute en Italie. Et je trouve justement que la fascination et l'intérêt de cet univers de Vieux Royaume, c'est justement de se trouver à la croisée de cette période, de ce bouleversement historique. Pourquoi avez-vous choisi cette époque? Est-ce que c'est pour cette raison ou pour parce que justement vous aimez cette période? Alors, à l'origine, donc, il s'agissait d'un univers de jeu. Cet univers de jeu, en fait, je l'avais conçu pour qu'il paraisse immédiatement familier aux joueurs. D'où les inspirations historiques. Hein. Je les faisais jouer dans un cadre médiéval, hein, qui est la Marche franche, hein, qu'on trouve dans certaines nouvelles de Genuine Vera, qu'on trouve un petit peu dans Gagner la guerre. Mais il me fallait, dans ce contexte, un pôle qui soit à la fois culturel, politique, et qui soit un facteur d'instabilité. Tout simplement pour nourrir les différents scénarios. C'est à ce moment-là que j'ai pensé à, bien sûr, aux grandes républiques de la fin du Moyen-Âge et du début de la Renaissance en Italie, qui étaient à la fois des pôles déjà de Renaissance et puis aussi des pôles financiers importants, et puis dont les querelles finalement avaient aussi des répercussions dans les royaumes voisins. Il me fallait une relation entre une société encore médiévale et une société déjà Renaissance, dont la rencontre et dont la friction allait être facteur de drame et de jeu à l'origine. Vous avez déclaré dans une interview, et j'ai vraiment adoré cette expression, que Benvenuto avait été un peu votre homme de main également pour percer dans le milieu littéraire. Comment crée-t-on un personnage comme lui, parce qu'il n'est pas forcément ce que l'on peut considérer comme un héros classique de littérature? Alors c'est assez particulier là encore. Quand je me suis lancé dans la composition littéraire, j'ai d'abord commencé par des nouvelles. Et j'avais entre autres comme objectif de traiter dans chaque nouvelle un archétype. Donc un archétype issu de la littérature ou un archétype issu du jeu de rôle. Donc le paladin qui est dans Vomacel, le prêtre qui est le confident de la fin des nouvelles, le magicien très raté, hein, qui était Druscalam, et puis il me fallait un truand, il me fallait le voleur. Et en fait, en termes de jeu, j'ai très peu d'affinité avec le personnage du voleur. Donc, un petit peu par obligation, j'ai commencé une nouvelle, qui était en fait le premier incipit de Mauvaise Donne. J'ai choisi une narration à la première personne parce que je voulais m'inspirer un petit peu des dispositifs du roman noir, où on a souvent un narrateur protagoniste. Hein. J'ai calé, j'ai séché parce que j'avais très mal commencé cette nouvelle. En fait, d'habitude, mes nouvelles, je les écris une fois que j'ai la chute en tête et quelques préparations à cette chute. C'était pas le cas à ce moment-là. Et donc, au bout d'une page, en fait, je l'ai remisé. Je l'ai complètement oublié et j'ai cru que le fichier avait été perdu dans un crash de disque dur, ce qui fait que je l'ai vraiment oublié. Or, j'avais fait une sauvegarde et en fait, 1 an, 18 mois après,
j'ai retrouvé cette sauvegarde. Et j'étais complètement frais devant le texte, je m'en souvenais plus du tout puisque j'avais peu travaillé. Et là, la voix en fait du personnage m'a parlé et je me suis dit il faut que je le reprenne. Et là, il faut que j'y travaille sérieusement. Donc, en fait, c'est un personnage que je m'étais contraint de traiter pour des raisons, disons, de composition globale d'un recueil, mais avec lequel j'avais pas d'affinité spécifique à l'origine. Et puis, il est revenu vers moi. Alors, je l'ai traité d'abord dans une nouvelle. Quand j'ai envoyé ce recueil de nouvelles qui était Geneviève à différents éditeurs, j'étais très conscient du fait que mes chances de publication étaient quasiment nulles parce que les nouvelles, ça ne se vend pas. Alors, un recueil de nouvelles d'un inconnu, c'est absolument pas vendeur. Et donc, je me disais qu'il fallait qu'avec le recueil de nouvelles, je propose au moins aux éditeurs le synopsis d'un roman qui se situerait dans le même univers. C'est un roman un petit peu plus vendeur et que ça pouvait être un argument publicitaire pour choisir de publier ce recueil. Et là, j'avais consulté mes premiers lecteurs. Sur les personnages les plus populaires dans le recueil non publié de Geneviève Verrin, il y en avait 2 qui ressortaient. L'une était la paysanne Suzel, mais toute son histoire était déjà racontée dans le cadre de la nouvelle, et puis le propre de Suzel, finalement, c'était d'avoir une vie presque sans histoire. Oui. À part le grand drame personnel qui l'anime. Et l'autre personnage qui ressortait, c'était Benvenuto. Et par conséquent, je me suis dit, puisque c'est celui qui est le plus populaire, et puis celui qui, pour le coup, se prête vraiment à des intrigues, des aventures, c'est lui que je vais reprendre. Et donc, pour la 2e fois, en quelque sorte, c'est Benvenuto qui est venu à moi. Absolument, oui. Et après, il a fallu que je me demande qu'est-ce que je vais en faire. Et dans la mesure où il était déjà dans une cité Renaissance, et qu'il fallait raconter des histoires crapuleuses et des histoires de pouvoir, là, c'est imposé très vite à moi l'idée de fournir une illustration fantasque, complètement romanesque, du prince de Machiavel. C'est comme ça que s'est conçu le projet de gagner la guerre. Mais dans un sens, ça n'est pas un projet que j'avais mûri de longue date. C'est un personnage et un projet qui sont un peu venus à moi. Écoutez, moi, vous êtes venu à moi, votre univers littéraire est venu à moi grâce à mon cousin Eki qui m'a dit un jour, il faut absolument que tu lises Gagner la guerre parce que c'est un roman extraordinaire. Quand je lui ai dit que je vous accueillais pour mon podcast, il a eu absolument envie de vous poser une question, donc je vous propose qu'on l'écoute et comme ça vous pourrez lui répondre. Bonjour Jean-Philippe, je suis ravi de pouvoir vous poser une question. Ma question concernait Gagner la guerre, dont je suis, comme beaucoup j'imagine, un fan absolu. Et c'était pour savoir où c'est qu'en est le livre aujourd'hui. Est-ce qu'il est traduit vers d'autres langues ou pas? Est-ce qu'il y a des projets d'adaptation autour ou pas? Et concrètement pour vous, qu'est-ce que ce roman a changé dans votre vie? Alors, où en est Gagner la guerre? Il a failli être traduit. Il y a eu un contrat qui a été signé avec une grosse maison d'édition japonaise, Shogakukan Asia. Et malheureusement, ça n'a pas abouti parce que le traducteur a calé. Le contrat a bel et bien été signé. D'accord. Je pense que ce qui s'est passé, c'est l'illustration en fait de la mentalité nippone, qui fait qu'on ne sait pas dire non dans cette société. Et c'est un énorme roman. C'est un roman qui pose en plus des difficultés très spécifiques à la traduction, ne serait-ce que les dialogues en argot. Donc c'est un roman vraiment qui pose des problèmes. Moi j'avais d'ailleurs dit à mon éditeur et à son agent que j'étais prêt à discuter avec le traducteur. Bon, bien sûr, je ne parle pas le japonais, mais j'étais prêt à donner des clés de compréhension sur l'argot et puis sur d'autres éléments. Je pense que d'après ce qui m'en est revenu très indirectement, le traducteur a dit à l'éditeur qu'il s'était mis au travail, il n'a pas réussi à se mettre au travail. Et puis la date butoir est arrivée, le livre n'était pas traduit, le livre n'est pas sorti. Et c'est le seul projet de traduction pour lequel un contrat a été signé. Il y a eu d'autres projets, des prises de contact, mais rien n'a été signé. C'est un livre, à mon sens, qui est assez difficile à placer à l'étranger, et par sa taille, donc la traduction va coûter très cher à produire, et aussi par les difficultés qu'il contient. Alors, il y a eu une adaptation en BD, une série BD, qui est donc scénarisé, dessiné par Frédéric Genet, qui est publié au Lombard. Donc il y a 4 albums parus et en ce moment Frédéric Genet est en train de travailler sur le scénario du 5e et dernier album. D'accord.
Et puis, alors il y a un contrat d'option pour une adaptation en série qui a été signé. Donc avec une grande plateforme de production, il y a eu quelques fuites récemment, mais normalement on ne devait pas en parler avant que la production soit actée. Pour l'instant, on est dans une phase de pré-production, il y a encore un peu tôt pour en parler. Ce que ça a changé pour moi, concrètement, Gagner la guerre, c'est vraiment le roman qui m'a fait connaître. Geneviève Vera avait eu un succès d'estime, mais c'était un recueil qui restait quand même assez confidentiel. On va dire quelques mots également sur votre autre univers littéraire qui est Roi du Monde. Vous en avez achevé les 2 premières périodes, puis vous faites une pause avant de revenir dessus pour terminer la trilogie. C'est une trilogie mythologique, celtique sur la matière de Bretagne. Je disais mythologique davantage qu'historique, alors que pourtant vous avez pris un personnage qui est dans l'histoire de Tite-Live, ce fameux Bellovezos, et qui aurait été un des premiers Gaulois à conquérir l'Italie du Nord. Qu'est-ce qui vous fascine dans cette période qui est pourtant pas la plus connue? Qu'est-ce qui vous fascinait dans cette période et pourquoi ce choix? Alors, en fait, c'est un choc historique et d'une certaine façon patrimonial et esthétique qui est assez ancien, qui remonte à l'enfance. Enfant, j'ai un copain qui nous avait invités à aller voir un camp de César, près de chez lui, dans la grande périphérie de Nancy, à la limite entre 2 communes, Messin et Ludres. J'étais persuadé qu'on verrait rien du tout, mais il s'agissait en fait d'un oppidum, donc d'une forteresse celtique du peuple leuque du 5e siècle avant notre ère, qui avait été en partie fouillé au début du 20e siècle, et puis qui a été à nouveau fouillé à la fin des années 1980. Et quelques années plus tard, justement, en tant qu'étudiant, je suis retourné en tant que fouilleur bénévole. J'ai participé un petit peu aux recherches sur place. Et j'en ai gardé donc une très très grande curiosité pour cette période, qui m'a amené à découvrir du reste qu'à partir des années 1980, en particulier avec la multiplication des chantiers de fouilles de sauvetage, on avait une connaissance de plus en plus précise de l'occupation du terrain en France par ceux qu'on appelle les Gaulois. Alors bon, c'est le nom qu'on leur donne en France. Donc j'en ai gardé une très très grande curiosité et j'ai réalisé que compte tenu de l'évolution des théories, des connaissances qu'on avait sur le monde celtique continental pré-romain, en fait il y avait vraiment un territoire vierge sur le plan romanesque. Il y a des personnages qui ont été traités X fois, qui appartiennent aux légendaires français, bon, en particulier Vercingétorix, mais le monde gaulois pré-romain, en fait, n'a quasiment pas été traité de façon romanesque. Alors, c'est un projet que j'ai porté très longtemps, en fait, parce que mes premières idées, je les ai eues, en fait, à la fin du siècle dernier. Et en même temps, c'est un projet que j'ai mis du temps à traiter, à commencer à traiter, parce que il me paraît être d'une difficulté monumentale. Il n'y a pas de travail de synthèse, en fait, sur les différentes découvertes qui ont été faites depuis ces dernières décennies. Il y a toujours des connaissances extrêmement lacunaires, des théories qui s'opposent. Chez les spécialistes, il y a vraiment des polémiques sur les interprétations qu'on peut faire sur cette société, sans parler d'ailleurs des chercheurs qui sont sans grande rigueur et qui proposent des théories. Donc, il y a un vrai maquis de théories, d'ouvrages à débroussailler, et ça me semblait extrêmement complexe. Et il m'a fallu du temps donc, pour m'y mettre. Quand je m'y suis mis d'ailleurs, quand j'ai commencé le premier volume, je n'étais absolument pas sûr de pouvoir aller au bout. Je me souviens d'avoir rencontré des difficultés dès les premières pages. Pour essayer de donner une restitution crédible en fait de cet univers de l'âge de fer. Donc c'est aussi la raison pour laquelle d'ailleurs j'ai fait une pause, parce que c'est un travail très très éprouvant que d'essayer de donner comme ça une histoire, une représentation vraisemblable de l'âge du fer des siècles avant l'invasion romaine.
En tout cas, moi, c'est un univers que j'aime beaucoup. Ça fait partie également des romans que je préfère et j'espère vraiment qu'un jour on aura donc la fin de cette trilogie. Je vous ai entendu dire d'ailleurs dans une interview que c'était une écriture qui vous avait épuisé, un travail qui vous avait épuisé. Et vous parliez tout à l'heure de culture nippone. Ça m'a fait penser à pour moi, un des maîtres du manga actuel qui s'appelle Takehiko Inoue, qui a tout d'abord commencé par un manga assez léger sur le basket. Puis il s'est lancé dans une œuvre de l'adaptation d'un célèbre roman sur un samouraï qui s'appelle Vagabond. Et c'est une œuvre qui l'épuise tellement qu'il le mine et il arrive même plus à sortir des tomes, qu'il est reparti sur une autre série un peu plus légère sur le manga, sur le basket handicapé, qui est très très bien aussi, qui est un autre chef-d'œuvre. Mais ça me fait penser à ça lorsque je vous ai entendu que finalement c'était un bol d'air frais de revenir dans le vieux royaume. Alors justement, cette fameuse trilogie, donc le Chevalier aux épines, vous abordez un personnage que vous aviez déjà mis en scène dans Januavera et un duché, le duché de Bromael, qui était également présent. C'était une envie lointaine de faire un jour un roman, une trilogie sur ce duché de Bromael. Ah oui, tout à fait. Hein, le projet est très ancien en fait. Déjà dans la nouvelle qui est présente dans Januavera, qui est une nouvelle que j'ai écrite en 2004, il y avait déjà des préparations au roman en fait. J'étais loin d'avoir l'intégralité de l'intrigue du roman en tête, mais j'avais déjà certains éléments de l'intrigue et j'avais laissé des préparations en particulier sur les relations qui existent entre le chevalier, son écuyer et son page, puis aussi les relations avec la baronne de Bregor, qui est aussi un personnage secondaire qui réapparaît dans le Chevalier aux épines. Donc c'est un projet très ancien et en fait pendant les 10 ans pendant lesquels j'ai écrit les 2 premières branches de Roi du Monde, j'avais toujours en arrière-plan ce projet de roman en tête. Au bout de quelques années, même une certaine frustration de ne pas pouvoir me mettre au travail dessus. Et en même temps, je pense que il y a aussi un désir qui est plus ancien, qui est celui d'écrire vraiment une fantaisie médiévale, du médiéval fantastique là pour le coup, parce que ce sont mes premiers amours de lecteurs et de joueurs de jeux de rôle. On suit dans cette trilogie donc le fameux Aidan ou Aidan, je ne sais pas exactement comment le prononcer, qui a été accusé d'avoir trop aimé la duchesse de Bromael, qui elle pour ce fait a été emprisonnée donc pour adultère. Et au procès de cette duchesse, Aidan elle n'est pas venue pour venir défendre la duchesse parce qu'elle se prétend elle innocente. Et puis au bout d'1 an, il réapparaît. Et puis là, donc voilà, on va suivre les aventures de Aidan et d'autres personnages dans ce roman. On le présente, en tout cas, il est plutôt vu comme le personnage parfait, le chevalier respectant le code de chevalerie, des valeurs, etc. Et pourtant, on voit que dans le roman, on va dire l'application extrême du code de la chevalerie va elle-même apporter des problèmes. Donc, est-ce qu'il est vraiment l'antithèse de Benvenuto ou est-ce que finalement ce chevalier parfait aux valeurs extraordinaires a également des failles? Alors oui, il a des failles. Hein. Alors, dans un sens, il est l'antithèse de Benvenuto, en ce sens qu'il fait passer l'honneur avant tout, mais il a des failles. En particulier, en raison de ce code de l'honneur qu'il suit ou qu'il prétend suivre, qu'il suit, il est sincère, hein. Mais qui, en fait, l'amène à avoir des comportements qui sont des comportements condamnables ou moralement discutables. Ce qui m'intéressait avec le Chevalier de Vaumassel, c'était donc de reprendre un archétype et de creuser quelque chose qu'on trouve dans les romans de chevalerie, qu'on trouve par exemple chez Chrétien de Troyes, où l'écrivain médiéval, qui était souvent un clerc, n'était pas forcément en accord avec les valeurs aristocratiques qui étaient illustrées par ces personnages. Et il y avait un conflit latent entre les valeurs, alors donc dans le cadre du roman médiéval, entre les valeurs en fait chrétiennes du écrivain et puis les valeurs chevaleresques de ces personnages, dues aux commandes des grandes dames ou des grands seigneurs qui lui avaient demandé un roman, qui lui avaient imposé un sujet. Il y a parfois donc dans ces romans
un conflit qui se traduit soit par de l'ironie de la part du narrateur, soit par des situations qui sont des situations compliquées pour les chevaliers et leurs dames, qui était une piste qui me semblait intéressante pour discuter en fait autour de la question de l'honneur et des représentations de l'honneur qu'on peut avoir aussi bien dans une littérature plus récente que par exemple dans le cadre du jeu, puisque j'ai aussi en tête les représentations, même les clichés ou les archétypes qu'on utilise dans le cadre du jeu de rôle. D'ailleurs, et donc pardon. Le chevalier de Vaumassin est vraiment un personnage ambivalent. Et d'ailleurs, on est étonné au début du livre de le voir surtout occupé à essayer de retrouver des gens qui sont en train de capturer des enfants. On ne sait pas exactement pour en faire quoi. Et puis, on raconte pas évidemment la suite, mais on va retrouver cette problématique dans la suite du roman. On pense évidemment à Gilles de Rais, Barbe Bleue, lorsqu'on lit ces captures d'enfants. Est-ce que c'est un personnage littéraire qui fait partie également de vos références littéraires à vous? Ah oui, tout à fait. Alors, je suis un immense admirateur de certains des romans de Joris Karl de Huysmans, et en particulier de Là-bas, qui est un des romans qui donne une peinture absolument extraordinaire de Gilles de Rais, du grand psychopathe qu'est Gilles de Rais. Il y a des pages qui sont extraordinaires dans Là-bas. J'avais été aussi marqué, alors un peu moins que chez Huysmans, mais j'avais été marqué par un petit roman de Michel Tournier, Gilles et Jeanne, consacré justement à l'amitié entre Jeanne d'Arc, donc la sainte, et Gilles de Rais, le futur grand diabolique. Donc oui, c'est un personnage qui m'avait marqué. Et puis quand j'étais ado, je lisais aussi les BD de Jacques Martin, qui s'est aussi intéressé à Gilles de Rais. Cela étant, il y a peut-être des fausses pistes à propos des disparitions d'enfants dans le Joséphine Pseudo avec ses références, mais c'est pour ça que je n'en dis pas plus. Oui, vous avez bien raison. L'une des particularités de votre roman aussi, j'étais surpris, c'est qu'il y a un chat. Et ce chat, on le suit à la première personne en plus, contrairement au reste du roman qui est écrit à la troisième personne, à l'opposition de vos autres romans. Pourquoi on fait intervenir cette figure animalière? Alors, le narrateur parle à la première personne quand il présente ce chat, Mirabilis, mais le chat lui-même ne s'exprime pas. Oui. Il y a plusieurs raisons à la présence de ce chat, Mirabilis. Bon, déjà, son nom quand même. Merveille, il est merveilleux. C'est-à-dire qu'il est en quelque sorte l'incarnation d'une idée centrale du Moyen-Âge. La merveille, c'est vraiment une notion qui est médiévale. Alors ça me paraissait important. Pour quelle raison? Parce que il est l'illustration de mon projet médiéval fantastique. Ce que j'entends par là, c'est qu'en écrivant un roman médiéval fantastique, j'ai voulu écrire un roman qui soit à cheval entre les représentations ou les clichés fan du jeu de rôle et de toute une littérature fantasy actuelle, mais aussi qui soit un hommage à la littérature médiévale. Et ce personnage du chat, en fait, il est justement à la charnière entre ces deux représentations. Alors, pour quelle raison? Pour le volet médiéval, alors que les chats sont peu présents dans la littérature médiévale, c'est un chat qui vagabonde. Alors, Mirabilis, c'est un chat qui vagabonde un peu en marge du récit. Il observe, n'a qu'une action très secondaire sur le récit lui-même. Et ce qui me l'a inspiré, c'est un certain nombre d'enluminures dans les codex médiévaux, qui représentent sur les marges du récit des personnages ou des animaux qui sont fantastiques ou comiques, voire les deux. Donc, ce chat, c'est un petit peu l'enluminure marginale qui accompagne le récit. Et puis, en ce qui concerne vraiment le caractère Medfan au sens ludique, rôliste du terme, là j'ai une source d'inspiration indirecte, mais j'ai une source d'inspiration très claire qui vient de Donjons et Dragons. Dans Donjons et Dragons, le personnage du magicien peut prendre un familier. Le familier, qui se présente sous la forme d'un animal, va lui donner un certain nombre d'avantages. En particulier son espion, et puis lui apporte un certain nombre de bonus. Une vraie catastrophe pour le personnage du magicien, c'est la perte du familier. Parce que la perte du familier, en fait, va le priver d'un certain nombre de ses pouvoirs. Et avec Mirabilis, j'ai inversé cette notion de perte. Mirabilis, c'est le familier qui a perdu son magicien.
Ah oui. Et qui offre un peu ses services à votre magicien, c'est ça, oui. qui est assez libre. Et ça m'amusait beaucoup d'inverser en fait le processus. Et en ce sens, il est à la croisée aussi bien d'influence médiévale que d'influence ludique et rôliste. Comment avez-vous écrit, comment avez-vous fait pour écrire cette immense scène de tournoi entre équipes que j'ai trouvé absolument extraordinaire? Fait vraiment, c'est l'un des grands atouts de votre roman, c'est ce tournoi, et vous rappelez en plus que les tournois se faisaient vraiment souvent en combat par équipe. Je pense également à un autre roman écrit par Fabien Cerutti dans sa saga du bâtard de Kossigane, qui met également en scène, et ça m'a vraiment fait penser en termes de qualité également à cette scène extraordinaire qu'il a lui aussi mis dans sa saga. Et là vraiment je tenais à vous féliciter pour ce passage vraiment génial. Comment vous avez fait pour l'écrire et quelles ont été vos sources d'inspiration et de recherche? Alors, vous le dites vous-même, hein, c'est en fait un passage qui est très documenté. Je me suis inspiré de certains ouvrages, j'ai plus le détail bibliographique en tête, mais il y a un ouvrage historique intitulé Rompez les lances, j'ai plus l'auteur en tête, je pourrais le retrouver, mais qui est vraiment consacré à l'étude du tournoi en tant que sport, hein, en gros du XIe siècle jusqu'au XVIe siècle. Hein. Je me suis inspiré aussi de certaines biographies, en particulier de la biographie de quelqu'un qui est proche pour moi historiquement, localement, pas chronologiquement. La biographie, par exemple, du bon roi René, de René d'Anjou, de Lorraine, au début du XVe siècle, qui a été un grand amateur de tournoi et qui a écrit lui-même, d'ailleurs, un livre sur l'art du tournoi. Et puis j'ai été puisé chez différents historiens. J'ai aussi, au niveau de l'esprit du tournoi, pas mal puisé chez Georges Duby, en particulier dans l'ouvrage qu'il a consacré à Bouvines, où en fait il montre bien que la façon de combattre à Bouvines chez la noblesse, hein, c'est typiquement un combat de tournoi, plus qu'un véritable combat de guerre tel qu'on le concevrait dans la guerre moderne. Donc, j'ai panaché un certain nombre de ces références. Et puis, ensuite, au niveau de l'écriture à proprement parler, là, j'ai centré vraiment le point de vue sur un personnage pour qu'on assiste au combat, en fait, en situation d'immersion. Pour en restituer à la fois la violence, l'incertitude, et puis toute la charge sensorielle, en fait. Il me semblait important en particulier qu'il y ait des notations sur les chevaux, sur les efforts des chevaux, sur les impacts, sur les angles morts aussi, hein, puisque dans un combat comme ça, les angles morts sont un facteur de suspense terrible. Donc, alors ça, cette façon de procéder, en fait, ça me vient aussi du jeu de rôle, hein, de la maîtrise du jeu de rôle, où quand on va décrire une scène à des joueurs, entre autres une scène de combat, on va en quelque sorte limiter les informations qu'on donne à ce qu'ils perçoivent. Et là, j'ai procédé de la même façon, ce qui renforce l'incertitude et le suspense de la scène de combat. Au-delà de l'intérêt immense du récit, de la narration de ce roman, c'est encore une fois, je trouve, une vraie expérience de lecture et une vraie expérience stylistique, parce que, et c'est peut-être ça aussi qui fait que votre œuvre est difficile à traduire. Là, vous convoquez également des formes de chansons de gestes médiévales. Donc il y a une vraie une volonté de mélanger les styles et de mélanger les formes d'écriture dans ce roman. Je pense que vous faites allusion au passage en vers. Oui, c'est ça. Oui, oui. Alors, ces passages en vers, en fait, ce n'est pas de la chanson de geste, c'est du roman. Ah d'accord, vous voyez. C'est du roman. Alors, la nuance, pour nous, elle est très ténue, hein, mais elle était parfaitement identifiable pour le public du XIIe siècle. D'accord. La chanson de geste, en fait, elle est écrite en laisse, c'est-à-dire une série de vers qui ont toujours la même rime. Alors que le roman va être écrit en rime suivie, mais avec une grande variété au niveau des rimes. D'accord. Et je voulais effectivement qu'il y ait un roman de chevalerie dans le roman de chevalerie. Donc je reprends la forme en fait du roman de chevalerie de Chrétien de Troyes, l'octosyllabe en rime suivie. Alors pour différentes raisons. Pour le dire très très vite, en fait, s'il y a un roman de chevalerie dans le roman de chevalerie, c'est parce que dans l'histoire de la chevalerie, comme dans l'histoire de la littérature, je pense qu'il n'y aurait pas eu de mentalité chevaleresque sans roman, et qu'il n'y aurait pas eu de roman sans le goût de la noblesse et de la noblesse chevaleresque pour le roman.
Il y a un certain nombre de chercheurs qui montrent ça très bien. Je pense en particulier à Martin Aurèle, hein, qui est un grand médiéviste actuel. Ah oui, oui, oui. Qui montre qu'une partie de la sociabilité de l'aristocratie au XIIe, XIIIe siècle se noue autour du débat sur le roman de chevalerie et autour de l'imitation du roman de chevalerie. Et je voulais qu'il y ait donc cette relation entre ma société chevaleresque fictive et le roman de chevalerie, d'où la présence de cette mise en abîme du roman du Bel Exemplier dans le roman du Chevalier aux épines. L'envers du manga, c'est un grand passionné de manga, donc il ne lit principalement que ça, mais parmi les romanciers qu'il lit, il y a Alexandre Dumas, et puis il y a Jean-Philippe Jaworski, donc vous faites partie de son panthéon littéraire également, et puis il avait une question également à vous poser, voilà, donc on va l'écouter de suite. Bonjour Jean-Philippe Jaworski, je suis particulièrement fan des univers que vous avez créés. Je me permets donc une question. Avez-vous l'intention d'utiliser votre plume pour un autre genre littéraire? J'entends par là notamment la science-fiction. Alors, je suis un lecteur de science-fiction, j'ai aussi dans mon panthéon filmique un certain nombre de films de science-fiction. Je suis pas certain que vous mettrez à la science-fiction. Pourquoi? Parce que je suis assez impressionné en fait par le volume de recherche que nécessiterait une œuvre de SF sérieuse. Et il y a une telle rapidité de l'évolution des technologies, de la société, que ça me paraîtrait extrêmement ambitieux. Dans la mesure où j'ai quand même je me suis beaucoup plongé en fait dans l'étude de l'histoire pour produire ce que j'ai déjà écrit. Et puis j'ai encore disons, quelques projets de bouquins qui relèvent plutôt de la fantasy ou de la fantasy historique. J'étais partagé, j'étais tenté, disons, d'écrire de la SF parce que je suis un lecteur de SF et parce que le genre m'a toujours plu. Il y a me semble-t-il, une espèce de relation entre SF et fantasy historique qui est due simplement à une façon de se projeter dans un ailleurs, plus technologique finalement dans la SF et plus mythologique dans la fantasy, mais il y a aussi pas mal de mythologie dans la SF. Hein. Oui, tout à fait, oui. Quels sont, par exemple, les 2-3 grands ouvrages ou références de science-fiction qui vous ont marqué? Alors bon, il y a bien sûr Dune de Frank Herbert, qui est incontournable. J'avais été marqué par les auteurs cyberpunk que j'ai lus à la fin des années 80. Je pense bien sûr à Neuromancien de Gibson. Un roman qui m'avait marqué aussi était Cabré de Walter John Williams. J'ai lu pas mal de romans de Williams d'ailleurs. Il y a aussi un roman moins connu de Williams qui m'avait pas mal marqué, qui était Aristoy. D'accord, je connais pas. Une espèce de space d'opéra dans une méritocratie avec des dirigeants qui ont été en fait augmentés au point d'être devenus quasiment divins. Et il y a vraiment des choses très très intéressantes dans Aristoy, en particulier la façon dont ces hommes augmentés finissent par devenir pluriels. Vraiment des choses intéressantes. Au niveau de la SF, il y a aussi un auteur de SF que j'aime beaucoup, qui a disparu il y a quelques années, qui est Iain Banks, l'auteur de la culture, et je trouve que dans les romans de la culture, il y a vraiment des pépites extraordinaires. Donc, tout récemment, d'ailleurs, j'ai lu aussi un roman que j'ai trouvé pas mal, un roman d'une jeune autrice, bon, en fait, d'à peu près mon âge, mais française, donc Émilie Kerbalek, Quitter les monts d'automne. Alors, c'est un roman à lire par un amateur de manga d'ailleurs, parce que Émilie Kerbalek est d'origine japonaise, et en fait, c'est un roman de space opéra, mais dans un futur qui est vraiment un futur marqué par la culture japonaise. Écoutez, ça va l'intéresser alors, Julien.
on va conclure l'émission avec d'autres références littéraires. Je vous avais demandé, pour préparer cette émission, c'était d'ailleurs la seule question que vous connaissiez avant l'entretien, de venir avec 3 ouvrages qui vous ont marqué dans votre vie, soit récemment, soit anciennement. Et je suis vraiment très curieux de savoir avec quels ouvrages vous êtes venu et si vous avez réussi à en choisir 3. C'est toujours difficile d'en choisir, j'imagine bien. Bon, je vais commencer, bien sûr, par l'incontournable, celui qui m'a vraiment le plus marqué, qui reste Le Seigneur des Anneaux, hein, Ah bah oui. qui a fait de moi, de toute manière, un écrivain de fantasy, hein, qui est un roman extraordinaire. Alors, je le trouve extraordinaire parce qu'en fait, Tolkien y a synthétisé, ou y a sublimé un certain nombre de motifs mythiques et mythologiques, et puis les a intégrés dans un roman qui était vraiment d'actualité au XXe siècle. Là, il y a quelque chose d'absolument extraordinaire. Et puis en tant que rôliste, j'ai repenté dans tous les sens La Terre du Milieu. Alors, dans des œuvres plus récentes, il y en a 2 qui m'ont marqué plus récemment. Bon, je pourrais en citer beaucoup, hein, je l'ai 800 tout à l'heure. Et dans des œuvres plus récentes, les œuvres d'un historien, donc Tous ceux qui tombent, de Jérémie Foix. Ah oui, qui est inspirant, j'imagine, pour le jeu de rôle des Gardes Républicains. J'ai beaucoup regretté, en fait. Ah bah oui, qu'ils soient pas sortis avant, oui. Ils sont pas sortis avant parce qu'il aurait été une source extraordinaire, en fait. Un très très bon livre. Tous ceux qui tombent, c'est une enquête sur les victimes ordinaires de la Saint-Barthélemy. Exactement, oui. Jérémie Foix, c'est détourné des noms célèbres comme Coligny, assassiné au cours du massacre, et puis c'est intéressé au destin, en fait, souvent de petits nobles bourgeois, et aussi de leurs assassins d'ailleurs. Et c'est une enquête absolument extraordinaire, faite en dépouillant des archives notariales ou des registres d'écrou. Écrite parfois d'ailleurs avec un style nerveux qui est presque un style de polar, et qui nous offre un aperçu assez fascinant sur des Français ordinaires du XVIe siècle qui par certains points sont très très proches de nous. Et puis un 3e roman qui m'a pas mal marqué, auquel je repense assez régulièrement, que j'ai lu il y a un an et demi, c'est un roman de fantasy, Kra de John Crowley. D'accord. Donc un roman qui raconte la traversée de l'histoire par une corneille immortelle. Ah ouais. Donc une corneille en fait qui est devenue accidentellement immortelle, je dirais pas comment, mais au cours de la préhistoire. Oui. Puisqu'elle était la familière d'un chaman en fait, et elle a acquis le pouvoir d'immortalité que visait le chaman alors qu'elle ne voulait pas. C'est un pouvoir assez particulier d'ailleurs. C'est un roman qui est plein d'humour noir aussi, puisque c'est plus un pouvoir de réincarnation que d'immortalité, donc c'est une corneille qui meurt souvent. En fait, c'est un roman que je trouve assez extraordinaire parce que Crowley a vraiment réussi à donner l'illusion qu'il adoptait un point de vue algère sur l'humanité. Et donc, c'est absolument pas un point de vue humain, c'est le point de vue d'un animal qui ne comprend pas toujours ce qu'il voit, et puis qui va traverser différentes époques, différentes civilisations, jusqu'à nos jours. Avec ce fantastique diffus lié autour de son immortalité et de ses réincarnations multiples. Et c'est à la fois un roman mythologique, même si les motifs mythologiques, là encore, sont à moitié effacés parce qu'ils sont vus par l'oiseau et non pas par un homme, donc ils ne sont pas explicités. Oui. Et en même temps, c'est un roman vraiment d'une très grande actualité sur la façon dont l'humanité finit par détruire le monde dans lequel elle se développe. Et en ce sens, c'est vraiment un roman très très intéressant. Bah, merci beaucoup pour ces 3 références littéraires. Je pense que beaucoup vont se jeter. Alors, je conseille vraiment le livre de Jérémie Foix, effectivement, pour ceux qui aiment l'histoire. Vous avez également cité au cours de l'émission, j'imagine le livre de Monsieur Duby, qui est sûrement le Dimanche de Bouvines. Donc voilà, c'est ça, deux ouvrages historiques que je recommande vraiment. Puis voilà, la 3e référence que moi je ne connaissais pas, donc ça m'intéresse et je pars de cette émission avec une liste à lire également. Donc je suis absolument ravi. Merci beaucoup. Jean-Philippe Jaworski, il me semble vous remercier une nouvelle fois d'avoir accepté mon invitation pour cet entretien littéraire. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Le Chevalier aux épines, publié en janvier aux éditions des Moutons électriques. Et le 2e tome, si je ne me trompe, sortira en juin, c'est ça? C'est ça.